Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers et de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, notamment ceux qui favorisent le territoire. Comme vous le savez, l'annonce par Donald Trump d'une hausse des droits de douane américains de 20% inquiète de nombreux secteurs français. C'est une économie mondiale qui est bouleversée. Les secteurs qui seront le plus touchés en France, on en parle de plus en plus, l'aéronautique, les vins spiritueux, mais pas que. Il y a aussi toutes ces PME françaises qui, pour certaines, sont installées entre les deux continents. On en parle tout de suite avec nos invités dans C'est ça la France. Sud Radio C'est ça la France. Et pour commencer, direction Niort avec Laurent Collat. Bonjour Laurent. Bonjour Nathalie. De l'entreprise Eno. Alors présentez-nous en quelques mots votre activité pour nos auditeurs de Sud Radio. Alors nous sommes une entreprise centenaire et nous fabriquons des appareils de cuisson de différentes natures. D'abord des appareils de cuisson qu'on appelle des planchas, des barbecues type plancha. Et nous exportons ces produits un peu partout en Europe. Et puis on est très présent au Canada francophone, à Québec. Et on vient de prendre un gros marché d'exportation vers les États-Unis. On se pose effectivement toutes ces questions que tu soulèves en ce moment sur l'antenne. Et on a un deuxième métier qui est aussi très présent aux États-Unis, c'est que nous sommes fabricants d'équipements de cuisson pour des voiliers, des bateaux à moteur. Et là, on a une grosse part de marché également aux États-Unis. Donc on attend un peu avec inquiétude les annonces de Donald Trump. Parce que cette annonce, il faut le dire, elle était attendue. Ça n'a pas été vraiment une surprise. Mais 20% sur tout ce qui va rentrer aux États-Unis, c'est vraiment un coup de massue. Oui, c'est un coup de massue. Alors c'est vrai que nous, sur le domaine, si on parle maintenant du domaine de la plancha, c'est un domaine qui n'existe, qui est très connu maintenant en France depuis maintenant une vingtaine d'années, mais qui est très peu connu encore. C'est un petit peu connu au Canada, à Québec, mais assez peu connu aux États-Unis, voire pas connu du tout. Donc on est en train de rentrer sur ce marché nord-américain, notamment aux États-Unis. Et là, comme c'est un tout nouveau produit, qu'on vend ces produits quand même un certain montant pour compenser les frais de... Nous, on fabrique tout en France, tout est fabriqué à Niort, dans les Deux-Sèvres. Et bien entendu, il y a des frais d'acheminement. Donc les frais d'acheminement plus les droits de douane, ça va rendre nos produits quand même relativement coûteux. Mais comme ce sont des nouveaux produits, on est un peu inquiet, mais pas complètement inquiet. Oui, vous êtes sur un secteur premium quand même, c'est du haut de gamme. Oui, on fait quand même du haut de gamme. Quand on fabrique en France, on est un peu obligé de faire du haut de gamme pour compenser tous les coûts salariaux, charges sociales et générosité de notre cher État-providence. Et donc, voilà, on est obligé de faire du haut de gamme. On est fiers d'ailleurs de faire du haut de gamme. Bien sûr. On espère quand même continuer à convaincre des consommateurs américains de découvrir la cuisson, non pas sur de la flamme, de la braise ou directement sur des brûleurs de gaz, mais de convaincre les consommateurs nord-américains de cuisiner à la plancha, comme on le fait maintenant de plus en plus en France. Et bien sûr, 20% de plus par rapport à ce que ça devrait être, c'est quand même pas anodin, mais on pense pouvoir quand même prendre des parts de marché dans ce pays, et ça durera peut-être pas plus longtemps que le mandat de Donald Trump. Donc l'idée, c'est de rentrer sur ce marché nord-américain, et puis peut-être qu'un jour, grâce à la baisse des droits de douane, si ça doit venir un jour, on sera encore plus en position de force. Oui, pour continuer à s'étendre sur le territoire, mais déjà vous venez concurrencer le barbecue, ce qui n'est pas simple. Oui, c'est déjà un vaste qui est projet, dans la culture américaine. Oui. Alors c'est vrai qu'on essaye de vendre ces planchas qui sont une cuisine plus féminine, plus européenne, plus diététique. Ouais. Voilà, et puis qui permettent de s'ouvrir à de la cuisson végétarienne, pourquoi pas végane. Et on sait qu'il y a aussi des tendances fortes aux États-Unis sur toutes ces pratiques. Et donc voilà, on essaye d'introduire un nouveau mode de cuisson dans le jardin nord-américain. Alors vous l'avez dit, vous avez une filiale en Amérique du Nord, mais tout est fabriqué sur le territoire français à Niort. Est-ce que du coup, ça va vous obliger à revoir complètement votre stratégie commerciale ? Alors, il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on augmente les prix de vente, qu'on convainque le distributeur de... Bien sûr, ils le feront naturellement eux-mêmes, mais il va bien falloir effectivement qu'on s'adapte sur le tarif auquel seront vendus nos produits là-bas. Mais comme ça démarre, on va pas avoir d'effet véritablement
d'impact sur le consommateur qui ne connaît pas encore notre produit. On va démarrer ça cette année, dès cette saison et puis les années à venir. Et donc, si 20% est la règle retenue définitivement, ce qui pose quand même la question de savoir si vraiment ça va s'appliquer sur tous les secteurs d'activité d'un seul coup, ça me laisse un petit peu un doute. Enfin, si ça devait être le cas, on va bien sûr tout de suite relever tous nos tarifs tels qu'ils se présenteront aux États-Unis de 20%. Alors du coup, le danger, c'est quoi? C'est de se retrouver avec finalement moins de possibilités pour développer sur le territoire, c'est-à-dire avoir un secteur qui ralentit dans sa capacité d'innovation pour rester compétitif? Oui, alors il y aurait un impact fort si on était déjà présent, mais comme on démarre véritablement cette année, on va s'adapter à ça et bien sûr, plus on vend cher et plus le marché se restreint. Donc et ce qui peut peut-être nous arranger parce que le marché des États-Unis est un marché gigantesque et donc bien entendu, on est une PME d'une centaine de personnes et c'est peut-être aussi pas plus mal que ça démarre pas en trombe, donc il faut qu'on s'adapte petit à petit à cette croissance qui va venir. Et cette taxe nord-américaine qui nous arrange pas quand même sera un moyen aussi de limiter les effets de croissance que nous devrions subir dans les années à venir. Est-ce que on peut le voir aussi comme, alors vous le faites déjà, hein, vous diversifiez vos marchés, vous êtes présent partout en Europe, vous l'avez rappelé, mais est-ce que finalement c'est l'occasion de continuer à analyser les alternatives possibles, de continuer à se diversifier, de trouver d'autres partenaires commerciaux, tout simplement, quoi, pour ne jamais se retrouver dans cette situation-là, quoi. Bon, on a aussi, bien sûr, des ambitions de développement déjà en Europe. On est présent dans de nombreux pays en Europe, mais il en reste plein à convaincre. On est présent déjà en Belgique. On est très présent dans les zones francophones, parce que la plancha, c'est quand même mais bien que ce soit un mot espagnol, c'est plutôt une tradition qui est devenue française, qui s'est développée beaucoup dans les pays francophones et notamment au Québec, en Amérique du Nord. Et on a bien l'intention, on a déjà démarré, de convaincre des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Anglais, un peu des Scandinaves. Voilà, on a aussi d'autres secteurs. Votre marché principal, ça reste quand même l'Europe, hein, c'est ça? Oui, le marché principal, c'est l'Europe. Le deuxième marché, c'est Québec, au Canada. Et puis, on tente aussi également de trouver des solutions d'intérêt autour de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, qui sont aussi des pays de culture anglo-saxonne, donc très attachés à la culture de la cuisson dans son jardin, au barbecue, et pourquoi pas à la plancha si on arrive à les convaincre. Mais vous qui êtes un grand défenseur du Made in France, hein, vous êtes présent régulièrement au salon du Made in France, dans les labels, que ce soit entreprise du patrimoine vivant, label Origine France Garantie. Plus largement, est-ce qu'on peut craindre sur le long terme une perte de savoir-faire? Je pense notamment à des petites entreprises qui vivent en grande partie grâce à l'exportation, et là, bien évidemment, on s'intéresse au territoire américain. Est-ce qu'il y a cette crainte-là sur le long terme? Oui, alors moi je ne sais pas mesurer l'impact sur toutes les entreprises un peu similaires à la nôtre. Bien entendu, si ça devait être de nature à empêcher certaines PME de continuer à exporter aux États-Unis, il y a immanquablement une perte de savoir-faire, mais peut-être pas. C'est plutôt une perte, j'ai envie de dire, de chiffre d'affaires, parce que la plupart des PME françaises qui exportent aux États-Unis, je pense qu'elles ne font pas qu'exporter aux États-Unis, donc le savoir-faire sera quand même maintenu, mais dans des volumes peut-être un peu plus restreints. Je pense qu'il n'y a pas de risque non plus d'abandon ou de perte de savoir-faire, parce que le savoir-faire, il est là, et il y a quand même d'autres pays que l'Amérique du Nord pour se développer. Merci beaucoup, Laurent Collat. Merci Nathalie, bravo pour cette émission. Et puis bonjour à tous vos auditeurs. Oui, et puis bon courage à vous. Merci. Et puis on l'a bien compris, hein, il faut continuer à vous écouter. On comprend bien que pour un entrepreneur, il faut être constamment créatif, hein, et anticiper tout. Oui, ça c'est certain. Il faut s'adapter à tout, et notamment à notre pays. Merci beaucoup. Et notamment à notre pays, vous avez raison de le préciser. Merci beaucoup Laurent, et belle journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir Nathalie. Il est temps de se quitter, puis on se retrouve juste après avec le témoignage d'une autre entreprise. À tout de suite. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on donne la parole aux entrepreneurs après l'annonce par Donald Trump d'une hausse des droits de douane américains de 20%. On part maintenant en direction de la Normandie. Sud Radio, c'est ça la France. Vous les connaissez, ces fameux tricots Saint-James avec les rayures qui sont reconnaissables entre mille, une tenue d'abord destinée aux marins. La marinière est désormais un accessoire, vous le savez, iconique de nos dressings. Et on en parle tout de suite avec Luc Le Sénécal, le fondateur, le dirigeant de Saint-James. Bonjour Luc. Bonjour Nathalie. Alors en 2024, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai trouvé, la marque normande a commercialisé près de 2 millions de pièces d'habillement. C'est quasiment 2 millions de pièces par année. Oui, 2 millions de pièces et depuis ces 10 dernières années, c'est plus de 5 millions de marinières. Ah là là, la fameuse marinière. Partout dans le monde. Alors justement, cette marinière, parlons-en, elle est vendue aussi aux États-Unis. Comment vous avez réagi face à cette annonce d'une hausse des droits de douane américains de 20%? Alors tout d'abord, c'était un petit peu la douche froide, puisque on s'attendait à des mesures, mais pas de telle ampleur, puisque actuellement, nous, le droit de douane sur les marinières en coton fabriquées en France, dans nos ateliers, était de 16,5%. Donc on s'est dit tout naturellement, et ça a été comme ça que ça a été présenté dans la presse américaine, que le droit de douane allait passer de 16,5% à 20%. Donc, ce qui constituait une hausse tout à fait gérable. Tout à fait gérable. Et vendredi dernier, mauvaise surprise, ces 20% sont cumulables aux droits de douane existants. Donc, c'est-à-dire que pour une marinière, on passe de 16,5 à 36,5% de droits de douane. Voilà. Et pour être tout à fait concret, on avait en dollars, on avait un droit, ça représentait en moyenne sur l'ensemble de notre marinière, on passe de $4,60 avec ces 16,5 à plus de $10 de droits de douane. Donc c'est $10 qu'on devra répercuter dans le prix de vente, et ça devient, même si on vend notre art de vivre à la française, sur un prix, ça devient quand même une hausse importante qui risque de pénaliser nos marchés aux États-Unis. Oui, c'est-à-dire que l'art de vivre à la française, il commence à devenir un peu cher, quoi. Il devient un peu cher pour les Américains. Alors après, notre seul un petit peu espoir, c'est la réaction un petit peu des bourses, et notamment de la bourse américaine, puisqu'elle a commencé à dévisser un petit peu, et c'est quand même pour les Américains, pour les Américains qui n'ont peu de retraites privatives, souvent ce sont des fonds de pension. Donc si la bourse continue à chuter, peut-être qu'il va pouvoir, et puis qu'il va y avoir moyen de peut-être de renégocier ces droits de douane, quoi. Voilà Mais en sauver attendant, un petit peu l'économie. Quelle est la part des exportations de ces marinières aux États-Unis, et comment vous voyez l'avenir par rapport à ces marinières? Moi, je pense plus généralement, Saint-James exporte 40% de ses marinières à travers le monde. Alors, bien sûr, en Europe, bien évidemment, une grosse partie, un tiers, et un tiers en Asie, notamment au Japon, Corée du Sud, Chine, Taïwan, Hong Kong, etc. Et un tiers en Nord-Amérique. Et dans le Nord-Amérique, il y a les États-Unis et le Canada. Donc pour l'instant, le Canada, on n'est pas affecté, mais on peut considérer que c'est 5% de nos exportations qui sont directement concernées. Alors, comment on peut réagir? Je pense qu'on a besoin d'un soutien de l'État, mais plus généralement, et on a eu de longs débats avec vous, Nathalie, notamment sur le fabriqué en France, pour toutes ces entreprises du patrimoine vivant ou entreprises Origine France Garantie qui produisent en France. C'est moi ce que je souhaiterais au moins dans le textile et dans une baisse de la TVA de 20% à 10% pour déjà que le consommateur ait une baisse de prix de 10%, avec le contrôle au minimum des douanes qui garantissent que les produits qui seraient affectés par cette baisse de TVA soient bien fabriqués en France, d'une part. Et comme on a besoin aussi de se réindustrialiser, c'est que le montant des impôts que l'on paye, que le gouvernement avait déjà réduit, mais
qu'on consacre ce montant d'impôt à une baisse d'impôt et que les entreprises s'engagent à les réinvestir directement dans l'outil de production sur les lieux de production en France, ce qui nous permettrait de nous donner un petit peu d'oxygène parce qu'on a besoin de réinvestir et de continuer à innover sur le territoire. À innover, voilà un petit peu des mesures simples à appliquer. Alors on nous dit que baisser la TVA, ça prend des mois et des mois. Je rappellerai simplement que lorsque la pandémie du Covid, le taux de TVA des masques était de 20% et est passé très rapidement à 5,5%. Donc on ne demande pas 5,5% comme l'alimentaire, mais au moins 10%. Ça serait une des mesures concrètes à réaliser. Parce que je suis contre le fait de réagir par augmenter les droits de douane. Si vous voulez, on est dans une économie de libre-échange. On le voit bien avec la Corée du Sud, on le voit bien de plus en plus avec le Japon. Donc il faut continuer dans cet axe-là, mais il faut aider les entreprises françaises à maintenir celles qui n'ont jamais délocalisé comme Saint-James depuis 135 ans ou celles qui veulent relocaliser par un soutien de l'État. Donc le soutien de l'État, il est indispensable, hein, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est important pour toutes ces entreprises, en plus, qui ont toujours fait l'effort de travailler sur le territoire, de faire vivre le territoire. Oui, et il faut aussi peut-être appliquer en France ce que les Américains ont appliqué sur les marchés d'État. Vous savez sur la commande publique, vous voulez dire ? Sur la commande publique, 50% des commandes publiques sont réservées aux entreprises aux États-Unis qui fabriquent aux États-Unis. En France ou en Europe, ce n'est pas le cas. Donc peut-être qu'il faut aussi consacrer 50% de la commande publique pour les entreprises qui produisent en France. J'ai même moi des idées. Je parle du textile. Vous savez, je pense qu'il y a aussi un risque de produire nos pulls des armées souvent loin à l'étranger. Il y a un risque parce que maintenant, avec les technologies, il y a également des risques de mettre dans les fibres de laine et des traceurs, hein, si vous voulez, avec toutes ces nouvelles technologies. Et moi, ça me gênerait que de savoir le positionnement de nos armées tracées par des productions qui ne sont pas faites en France. Et je pense aussi que l'État peut aider en investissant, en co-investissant, je prends l'exemple de Saint-James et d'autres fabricants de pulls. On a les moyens d'agrandir nos sites de fabrication. Il faudrait que l'État nous investisse avec nous dans l'outil de production afin de diminuer nos prix de revient, parce que dans le prix de revient, il y a aussi une grosse partie sur l'amortissement des ateliers. Il y a certainement quelque chose à construire. Mais ça fait des années que les entreprises demandent justement que la commande publique soit revue, qu'on intègre davantage les entreprises qui fabriquent sur le territoire. Pourquoi c'est aussi compliqué à mettre en place ? C'est aussi compliqué à mettre en place parce que je pense qu'il fallait un choc. Et je pense que le choc de ces droits sur les États-Unis, le monde se réorganise. Effectivement, on parle de relocaliser. Je pense que cet exemple du président Donald Trump peut donner aussi une énergie nouvelle et puis des décisions rapides à mettre en place, notamment en France. On a été très très réactifs au moment du Covid où on a fait un petit peu, on s'est tous alliés avec le gouvernement en place qui nous a beaucoup aidé, qui a beaucoup aidé les entreprises françaises qui fabriquaient à la fois des masques ou d'autres produits. Pourquoi on ne simplifie pas et pourquoi on ne se réunit pas et qu'on fasse des assises rapides du Made in France avec des décisions à prendre dans les 6 mois qui viennent, quoi. Enfin, il faut qu'on garde cette flexibilité. Oui, et vous avez raison, effectivement, cet électrochoc Donald Trump avec cette annonce, c'est peut-être aussi finalement effectivement une occasion d'enfin se restructurer. Et maintenir et favoriser justement les entreprises qui sont implantées sur le territoire. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que l'État pourrait faciliter peut-être l'accès à de nouveaux marchés pour compenser la perte de compétitivité face aux produits américains soumis à des taxes plus élevées ? Oui, je pense aussi que par contre, ce qui a été très positif ces dernières années, c'est moi je suis particulièrement fier de chasser en meute, donc d'aller conquérir des nouveaux marchés. Et il y a des exemples très concrets qui se font au niveau régional. Bon, je suis normand, donc je vais citer la Normandie. Il y a un déplacement des entreprises dédié aux entreprises du patrimoine vivant, et le président Hervé Morin et moi-même allons conduire à Osaka, au Japon, une délégation
d'une douzaine d'entreprises ou de métiers d'art normands pour aller conquérir les marchés en profitant de l'expo universelle qui a lieu cette année au Japon, à Osaka, parce que le Japon est un pays sur lequel on peut le plus comparer nos savoir-faire, que ce soit des savoir-faire des métiers d'art, des savoir-faire des entreprises du patrimoine vivant, avec les fameux trésors japonais. C'est un des pays qui est le plus sensible. Donc, emmener, aider ces entreprises à l'export peut être aussi un moyen de conquête, même si depuis ces dernières années, de nombreux efforts ont été faits via Business France pour accompagner ces entreprises, mais il faut peut-être aller encore plus en avant pour aider ces entreprises à l'export, c'est sûr. Voilà. En tout cas, en vous écoutant, on comprend qu'il faut réagir, il faut être créatif, il faut se fermer à rien. Il faut réagir, créatif, et surtout, vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, Nathalie, il faut être rapide dans les décisions. On ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre. Les entreprises du patrimoine vivant et les métiers d'art en général ont eu une année difficile en 2024. Il faut qu'elles rebondissent en 2025 et on a évoqué avec vous tous les axes, l'export, la baisse de la TVA, l'investissement dans nos outils de production, etc., etc. La commande publique, etc., etc. La commande publique, bien évidemment. Merci beaucoup, Luc Le Sénécal, d'avoir pu échanger avec nous. Très belle journée à vous. Merci encore, Luc Le Sénécal. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de Saint-James, les tricots Saint-James. Vous êtes à la tête de ces tricots depuis maintenant je ne sais combien d'années. Presque 14 ans. Merci beaucoup, Luc Le Sénécal. Très belle journée à vous. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup Nathalie. Belle journée à tout le monde. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.